Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où aujourd'hui je reçois Anaïs Goudman. Bonjour Anaïs. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci beaucoup d'être là, surtout avec nous pour nous parler de la série The Good Wife. Alors, je vais vous présenter tout d'abord. Vous êtes maîtresse de conférence à l'UFR de littérature française et comparée de Sorbonne Université et vous êtes membre du CELF 1921. Donc, votre thèse intitulée Récits en partage, expérience de la sérialité narrative en culture médiatique a été dirigée par Raphaël Baroni de l'Université de Lausanne et Jean-Marie Schaeffer de l'EHESS. Votre thèse porte sur les différentes formes que revêt l'expérience des récits sériels telles qu'elles sont modelées par les contraintes de production et de diffusion de la culture médiatique. Vous êtes aussi trésorière de la LPCM, donc l'Association des chercheurs en littérature populaire et culture médiatique, et vous êtes co-administratrice du site WordPress, réseau des narratologues francophones, ainsi que des comptes Twitter et Facebook qui lui sont liés. Vous faites partie des membres fondateurs du séminaire littéraire des armes de la critique et vous co-organisez le séminaire Recherche contemporaine en narratologie qui est au CRAL, donc qui dépend de l'EHESS. Et enfin, vous êtes secrétaire de la rédaction de la revue de la LPCM, Belphégor, littérature populaire et culture médiatique, et membre du comité de la revue en ligne Proteus, cahier des théories de l'art. Vous avez co-organisé avec Raphaël Baroni le colloque Avatar du chapitre en bande dessinée qui s'est tenu à l'Université de Lausanne en 2017 dans le cadre du projet ANR, chapitre pratique et poétique du chapitre du 19e au 21e siècle, génétique, rhétorique de la lecture et transmédialité, et vous avez co-dirigé de la publication des actes parus en 2018 dans les cahiers de la narratologie. Voilà une bibliographie bien complète, et on retrouve ensuite tout ce que j'ai évoqué sur le site internet d'Histoire en série, à la page de l'émission sur histoireensérie.com, pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin. Et puis, comme tous les intervenants et intervenantes, vous avez fourni une bibliographie indicative sur l'émission qui permettra d'approfondir un certain nombre de concepts que vous allez évoquer aujourd'hui avec nous. Alors justement, on va parler de The Good Wife. Cette série, vous allez d'abord peut-être, pour la remettre en perspective, puisqu'elle a déjà quelques années, nous la présenter et nous présenter les grands traits du pitch. Oui, merci beaucoup. Donc, The Good Wife, c'est une série qui a été diffusée entre 2009 et 2016 sur la chaîne CBS aux États-Unis. Et c'est une série judiciaire créée par Michelle et Robert King. Et on suit donc l'héroïne Alicia Florrick, qui est interprétée par Juliana Margulies, qui est l'épouse du procureur général de Chicago. Et elle reprend sa carrière d'avocate lorsque son mari, qui est joué par Chris Noss, est accusé de corruption et impliqué dans un scandale sexuel. Et donc, le point de départ de la série, c'est l'interrogation du couple de showrunners, Michelle et Robert King, qui sont mariés. Donc, et ils s'interrogent face à une séquence médiatique récurrente qui a lieu à chaque fois que des hommes politiques américains sont aux prises avec un scandale sexuel. Et donc, à chaque fois, ces hommes politiques sont amenés à présenter leurs excuses à la télévision aux côtés de leurs femmes. Et donc, il y a plusieurs références de départ pour cette série, notamment la très connue Affaire Lewinsky, donc en 1995, qui a connu une très, très forte médiatisation dans le monde et qui a bouleversé l'image du couple Clinton. Mais il s'inspire surtout de deux scandales qui sont plus récents, donc à l'époque où la série a été créée, et qui, pour le coup, ont eu un retentissement essentiellement national. On n'en a pas trop entendu parler en France. Deux scandales qui ont eu lieu en 2008. Donc, je rappelle, la série a été créée en 2009. Donc, en 2008, le sénateur de Caroline du Nord, John Edwards, avoue avoir eu une relation extramaritale qui a été révélée par la presse en 2007, et relation extramaritale qui a été entamée alors que sa femme, Elizabeth Edwards, combattait un cancer du sein, dont elle est décédée en 2010.
Autre affaire récente à ce moment-là, donc en 2008, la démission du gouverneur de New York, Eliot Spitzer, lorsque la presse a révélé ses relations avec des prostituées. Et ce qui a poussé donc les showrunners à s'interroger sur les motivations des femmes de tous ces hommes politiques, femmes qui ont pour la plupart sacrifié leur carrière d'avocate pour soutenir la carrière politique de leur mari. Donc, qu'est-ce qui les pousse à rester auprès d'eux et à continuer à assumer, au moins dans la sphère publique, le rôle de bonnes épouses? Donc, c'est une série qui joue sur une double thématique, à la fois judiciaire et politique, qui articule donc les deux. Elle s'intéresse aux conséquences de l'entremêlement des sphères privées et publiques sur la vie personnelle et professionnelle d'Alicia Florrick, l'héroïne. Et The Good Wife reprend la formule qui a fait le succès de la série judiciaire Law and Order, entre autres. Chaque épisode met en scène un procès différent qui fait souvent écho à l'actualité. Et les saisons correspondent à un format qui est un petit peu tombé en désuétude ces 10 dernières années, avec 23 épisodes par saison. La plupart des intrigues judiciaires s'inscrivent dans un format sériel qui suivent un schéma éprouvé avec un procès par épisode. Et les intrigues politiques fournissent quant à elles la matière d'un arc narratif plus surplombant. Et donc, The Good Wife raconte la libération d'une épouse qui a été longtemps contrainte de réprimer ses ambitions professionnelles au profit de celles de son mari. Et elle montre donc la manière dont l'héroïne parvient à retourner progressivement une situation qui lui était désavantageuse en sa faveur. Et grâce à un camarade d'université, Will Garner, qui est incarné par Josh Charles, elle se fait embaucher dans la firme Lockhart & Garner, qu'il dirige avec Diane Lockhart, interprétée par Christiane Baranski. Donc voilà pour une petite présentation mise en contexte de la série. Merci beaucoup Anaïs. Alors pour commencer peut-être cette émission, on pourrait regarder ensemble et que vous nous présentiez cette scène d'ouverture de la série dans le pilote qui reprend justement de façon fictionnelle bien sûr, mais ce que vous avez évoqué autour des scandales qu'il y a eu à cette époque-là autour du maire de New York. Ouais, voilà, comme je l'ai souligné donc, dans la présentation, donc l'histoire d'Alicia prend sens à travers les effets de symétrie qu'elle suscite avec l'actualité. Et de fait, donc, toutes les sources audiovisuelles, la télévision notamment, ont constitué une source d'influence fondamentale pour la matière fictionnelle dans la série, et très, très particulièrement dans cette séquence d'ouverture. Donc, c'est la scène qui ouvre le premier épisode de la première saison. Et donc, les King, les showrunners ont choisi comme point de départ une image qui est devenue iconique, très identifiée par les spectateurs et particulièrement par les spectateurs américains, qui est donc celle de l'épouse bafouée qui se tient à côté de son mari et qui le soutient dans les pires marasmes, y compris quand elle est la première victime de la corruption morale de leur mari. Et donc, le principe initial consiste de cette scène d'ouverture va consister à interroger les non-dits derrière une sorte de vernis de solidarité conjugale. Je vais donner une citation de alors c'est Michel King, je crois. Je sais, des fois, je me trompe entre Robert et Michel King, mais je crois que là, c'est Michel King. Donc, il y avait eu une cascade de ce type de scandale, de Bill et Hilary à Dick Morris et à Eliot Spitzer, pour n'en citer que quelques-uns. Je pense qu'ils envahissent notre culture. Et on retrouvait toujours l'image du mari en train de s'excuser avec sa femme à côté. Je crois que la série a débuté quand nous nous sommes demandé à quoi peuvent-elles bien penser. Et donc, si on regarde cette scène d'ouverture, qui représente la démission du mari d'Alicia Florrick, Peter Florrick, on se rend compte qu'elle reprend vraiment de façon très, très proche des éléments visuels et discursifs de la séquence d'excuses donc documentaire d'Eliot Spitzer qui a été diffusée à la télévision en 2008. Donc, on a notamment la présence de l'épouse qui est apparemment stoïque, à droite de son mari. On a une phraséologie qui est identique, qui est fondée sur une rhétorique de l'excuse qui mobilise des éléments de langage très proches,
avec le thème de la repentance, de la famille. Donc, on peut comparer, par exemple, les deux phrases. Donc, la première que je vais citer, la première est extraite du discours de démission de Spitzer. Donc, Spitzer déclare en 2008, au moment où il démissionne, « Ces derniers jours, j'ai entrepris d'expier mes crimes personnels auprès de ma femme Silda, de mes enfants et de toute ma famille. » Donc, je traduis de l'anglais. Et la seconde phrase, qui est celle de Peter Florrick, je dois expier mes fautes personnelles auprès de ma femme, Alicia, et de nos 2 enfants. Donc, 2 phrases très, très proches, avec donc des rapprochements qui contribuent à un rapprochement assez évident entre les 2 extraits. Et donc, quand on entend dans la bouche de Peter Florrick un discours aussi familier qui semble vraiment préfabriqué, on est amené en tant que téléspectateur à remettre en cause sa sincérité, puisque l'effet de repentir est sapé en quelque sorte par un recours à des éléments de langage qui ont été entendus à de multiples reprises dans le discours médiatique. Donc ça, c'est pour les allusions très fortes entre la séquence d'ouverture de The Good Wife et la séquence documentaire extraite de l'intervention de Spitzer face à la télévision en 2008. Mais on n'a pas seulement, là où la scène d'ouverture de The Good Wife va se distinguer véritablement de la séquence d'excuses de Spitzer, c'est que on a une forme de reconfiguration fictionnelle très marquée. Déjà, en fait, la séquence d'ouverture de The Good Wife va adopter un point de vue subjectif, qui évidemment est complètement absent dans celle de Spitzer. Et donc, la série va se concentrer immédiatement sur l'héroïne, qui est donc murée dans le silence et s'intéresser à ses sensations. Donc, la série adopte ici, dès le départ, un point de vue subjectif qui va avoir pour effet de se distinguer assez nettement, pour le coup, de la séquence de Spitzer. Je vais donner quelques exemples. Dans cette séquence, il y a notamment, on voit Alicia qui observe des détails infimes qui retiennent son attention, c'est-à-dire qu'elle va essayer d'éloigner son regard des caméras qui la mettent sous pression et regarder plutôt des petits détails comme les gouttes de sueur sur le visage de son mari, un fil blanc sur sa manche de costume, des petites choses comme ça. On voit aussi passer des images mentales qui traversent l'esprit d'Alicia, qui imagine son mari au lit avec une autre femme. Et donc également aussi on entend le discours de Peter se brouiller progressivement au fur et à mesure que l'héroïne se déconcentre et il ne devient plus qu'un bruit de fond. Et donc ces effets-là, ces effets de subjectivation en quelque sorte, permettent au spectateur d'être au plus près des perceptions et des sensations d'Alicia, de ressentir son malaise. Donc ça, c'était un premier aspect de reconfiguration fictionnelle, le fait qu'on adopte un point de vue subjectif. Et d'autre part, en fait, la scène qui succède immédiatement à cette courte séquence d'ouverture se déroule en coulisses. Donc, on a accès à ce qui est inaccessible dans le cas des couples Spitzer ou Clinton, par exemple, à savoir la réaction de l'épouse. Lorsqu'elle n'est plus sous le regard des caméras et lorsqu'elle peut sortir du rôle qui lui est médiatiquement assigné. Donc, on a accès à ce qui ne se voit pas dans la séquence médiatique d'origine et ce qui a interrogé justement les showrunners. Que se passe-t-il vraiment dans la tête de ces épouses qui sont en quelque sorte humiliées publiquement. Et donc, en l'occurrence, après, on voit Alicia gifler violemment son mari. Et donc, ici, le récit fictionnel va servir à interroger et à problématiser les lacunes de l'information initiale, à creuser, à complexifier les questionnements que peuvent susciter de tels scandales. Et ça va satisfaire aussi un appétit voyeuriste, puisque les caméras des réalisateurs prennent le relais là où celles des journalistes ne sont évidemment pas autorisées à s'aventurer.
Donc, d'une certaine manière, le point de départ de la série, c'est là où l'événement médiatique initial s'arrête. On commence là où, en tant que spectateur de télévision des informations, on n'a plus accès. Et le but, en fait, de Michel et Robert King, avec cette scène et plus largement avec toute la série, il y a un objectif qui est idéologique, en fait, c'est d'enrayer le fonctionnement de cette séquence médiatique bien rodée et de mettre en avant son caractère stéréotypique construit. C'est de lui faire perdre sa crédibilité en montrant que c'est artificiel et qu'il y a un sous-texte idéologique très fort. Et donc, leur but, c'est de remettre en cause l'obligation tacite pour les épouses d'apparaître auprès de leur mari disgracié en défigeant une sorte d'interdiscours visuel, en quelque sorte. Et donc, c'est vraiment cette dimension-là qui est revendiquée par les créateurs. Je donne encore une citation de Robert King qui vient d'un article extrait du journal en ligne de The Daily Beast. Donc, à ce stade, les images sérielles de ces épouses exhibées au public à des moments aussi vulnérables ont commencé à apparaître comme des clichés. Tout le monde est maintenant conscient des calculs politiques qu'elles impliquent. Et il espère, Robert King, que la série va mettre un terme à ces humiliations publiques. Donc voilà, l'idée, c'était vraiment de réfléchir au statut des épouses d'hommes politiques disgraciés et de leur éviter aussi de futures humiliations publiques. Voilà. Donc ça, c'était pour la séquence d'ouverture de cette série qui me semblait très intéressante vraiment dans les parallèles qu'elle crée volontairement avec l'actualité. Alors, si on poursuit ensuite votre travail là-dessus, on se rend compte finalement que cette série, vous l'avez dit, dans la façon dont c'est tourné, dans la façon aussi dont elle peut s'insérer dans une certaine actualité de l'époque. Est-ce qu'on n'est pas quelque part dans une série qu'on pourrait qualifier, peut-être que les showrunners l'ont voulu comme ça, d'hyper-réaliste, Anaïs? Oui, voilà. Donc, effectivement, j'ai pas mal travaillé sur cette notion d'hyper-réalisme en ce qui concerne The Good Wife. Je vais y revenir. C'est une notion que j'ai empruntée à un article de Glevarek, d'Hervé Glevarek. Et du coup, ce qui m'intéressait en fait dans The Good Wife, c'était en particulier son insertion dans un espace médiatique et social. Et des effets de miroir entre l'actualité et la fiction. Donc, c'est une série qui s'est beaucoup inspirée non seulement donc, de séquences politiques, mais également de faits divers dans la matière des procès qui alimentent chacun des épisodes. Et il y a eu un phénomène qui m'a particulièrement intéressée, c'est qu'il y a des expériences un petit peu troublantes avec qui ne sont pas forcément propres à The Good Wife, mais qui ont été assez frappants dans cette série, où on a des expériences qu'on pourrait qualifier un petit peu de prémonitoires. C'est-à-dire que certains épisodes de The Good Wife ont semblé rétrospectivement anticiper des événements de l'actualité. Et du coup, on a une sorte d'effet de déjà-vu qui s'inverse, où c'est la réalité qui semble transposer la fiction. Donc, dans la séquence d'ouverture que j'ai analysée, donc c'est vraiment la fiction qui transpose de façon parfaitement intentionnelle la réalité. Mais dans certains épisodes, on a des phénomènes de collusion involontaire avec une actualité qui n'a pas encore eu lieu au moment du tournage de la série, et donc qui échappe à l'intention des créateurs et qui provoque des sortes d'effets un peu défictionnalisants. Ça donne cette impression un peu troublante que, donc, comme je le disais, la série a une sorte de capacité d'anticiper la réalité. Et ce qui m'a intéressé particulièrement, c'est j'ai travaillé aussi sur la manière dont les diffuseurs, en France notamment, se sont saisis de ces coïncidences pour en faire des sortes de coups publicitaires, en surenchérissant sur le sensationnalisme. Pour que ce soit un petit peu plus clair, je vais donner quelques exemples. Déjà, en fait, en ce qui concerne vraiment Elliot Spitzer, dont j'ai parlé tout à l'heure,
Ce qui a été assez intéressant, c'est que quand la série a commencé, la carrière d'Elliot Spitzer était complètement dans les choux, hein, évidemment. Et il a ensuite, pendant que la série a été diffusée, il a tenté de relancer sa carrière, à peu près 4 ans après le scandale. Comme l'a fait Peter Florrick dans la série, dans la série avant lui, en quelque sorte. Et donc, il y a beaucoup de médias qui ont fait le parallèle avec The Good Wife en montrant que Elliot Spitzer suivait un trajet qui était similaire à celui de Peter Florrick dans la série. Donc là, je cite un extrait qui vient à nouveau d'un article dans The Daily Beast. Donc c'est quelque chose d'assez particulier, dit le journaliste, hein, quand la vie imite l'art et qu'ensuite la vie se met à imiter l'art en retour. Mais ce qui se passe dans le cas de la récente résurrection politique d'Elliot Spitzer et de sa relation avec son épouse Silda Wall Spitzer, ou de The Good Wife dans la vie réelle, comme il faudrait maintenant appeler cette histoire. Donc voilà, l'idée que ce journaliste donc met en avant l'idée qu'on dirait on dirait qu'Elliot Spitzer s'inspire de Peter Florrick dans The Good Wife pour relancer sa carrière, ce qui n'est évidemment pas le cas, mais ça fait cet effet, ça crée cet effet de rétrospectif, de déjà-vu en quelque sorte. Autre exemple, hein, un épisode qui s'appelle VIP Treatment. Et donc cet épisode, c'est le 5e de la 2e saison et il a été diffusé en 2010. Donc la date est particulièrement importante. Et dans cet épisode, en fait, Alicia prend en charge le dossier d'une masseuse qui accuse un prix Nobel de la paix de l'avoir agressée sexuellement dans une chambre d'hôtel. Et ce qui est particulièrement troublant, c'est que l'épisode est diffusé aux États-Unis quelques mois avant l'affaire du Sofitel qui a mis fin à la carrière politique de Dominique Strauss-Kahn, hein, on s'en souvient, en mai 2011. Et en France, l'épisode a été diffusé en novembre 2011. Et la coïncidence a évidemment été très, très largement dramatisée par M6, hein, puisque la série The Good Wife était diffusée sur M6 en France. Et j'avais notamment étudié dans un de mes articles hein, la bande-annonce de cet épisode qui jouait à fond sur le parallèle entre l'épisode et l'affaire du Sofitel. Donc j'en lis quelques extraits. Hein. Cette enquête de The Good Wife a été diffusée en octobre 2010 aux États-Unis. Et donc, le montage des extraits choisis et la voix off vont souligner en permanence le parallèle avec le récent scandale. Donc, sans jamais citer Strauss-Kahn, hein, puisque c'est assez frais dans la mémoire des gens. Hein. Donc, par exemple, une femme seule, un homme influent, une affaire de meurtre, 2 vérités qui s'affrontent, 2 destins bouleversés. Et ce qui est assez intéressant également, c'est que cette bande-annonce se clôt sur une précaution rhétorique qui est très, très courante, hein, et qui, du coup, prend un tour assez particulier ici, hein, puisque donc, cette précaution rhétorique qui est toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé serait purement fortuite. Donc là, ce qui est assez intéressant dans l'usage de cette précaution rhétorique, c'est que effectivement, l'épisode ne s'est jamais inspiré de Dominique Strauss-Kahn, et pour cause, puisque l'affaire du Sofitel n'avait pas encore eu lieu quand il a été tourné, ni même quand il a été diffusé aux États-Unis. Et donc la chaîne peut employer à la fois de façon ironique cette précaution rhétorique, mais en même temps en étant parfaitement protégée, puisque effectivement... Il n'y a aucune inspiration les créateurs ne se sont jamais inspirés de Strauss-Kahn pour écrire cet épisode. Et dans les faits, en fait, Michel et Robert King se sont inspirés d'une autre affaire avec lequel, en fait, le jeu de ressemblance est encore plus frappant hein, quand on compare l'épisode à l'affaire en question. Hein. Et c'est lorsque Al Gore, qui est lui-même détenteur d'un prix Nobel de la paix, a été accusé d'agression sexuelle par une masseuse en 2010. Donc là, pour le coup, effectivement, l'épisode retranscrit de façon très transparente les grands éléments de cette affaire, de façon évidemment plus proche que l'affaire du Sofitel.
Et du coup, en fait, ces effets de réception, mon propos n'est pas de dire évidemment que ça reflète la capacité des scénaristes à prévoir l'avenir, évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est que selon moi, ça révèle plutôt une forme de sérialisation médiatique des faits divers qui se succèdent. Et donc, en gros, l'idée, c'est que, en fait, rien ne ressemble plus à un scandale sexuel qu'un autre scandale sexuel. Du coup, les créateurs s'inspirent de scandales sexuels préexistants. Et lorsqu'ensuite ont lieu de nouveaux scandales sexuels, rétrospectivement, on a une sorte d'effet de déjà-vu et ça donne l'impression à de nombreux spectateurs et à de nombreux observateurs dans les médias que voilà, ça fait un effet un petit peu étrange avec l'impression que les créateurs de la série ont des capacités prémonitoires en quelque sorte. Alors que ce que ça révèle, évidemment, c'est plutôt l'idée d'une sérialisation des faits divers qui se ressemblent tous. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, le fait que la série incorpore de tels faits divers à sa matière négative fait qu'elle se rend poreuse à un opportunisme médiatique des diffuseurs, en quelque sorte. C'est-à-dire, les diffuseurs trouveront toujours une sorte de coup publicitaire qu'ils pourront faire en faisant un lien dans la promotion de tel ou tel épisode avec l'actualité. Je vais donner un autre exemple aussi qui, pour le coup, a été beaucoup plus problématique. Là encore, la manière dont des événements décrits dans un épisode de The Good Wife font écho à une actualité française et sur la manière dont c'est géré par les diffuseurs, où là, donc, encore une fois, un cas beaucoup plus problématique. Hein. C'est un épisode qui s'appelle Boom et qui est le 19e épisode de la première saison. Et il a été diffusé à la télévision américaine en avril 2010. Et donc, dans cet épisode, Alicia défend une veuve qui attaque un journal satirique qu'elle juge responsable de la mort de son mari. Parce que le journal avait publié une caricature de Mahomet dessinée par son mari et celui-ci avait ensuite été tué dans un attentat à la bombe revendiqué par des terroristes islamistes. Et de fait, en fait, là, pour le coup, les Kings se sont directement inspirés de l'affaire française des caricatures de Mahomet publiées par Charlie Hebdo en 2005. Et il se trouve que cet épisode, par un hasard de programmation qui s'est avéré très malvenu, l'épisode a été diffusé sur Sister le soir des attaques de Charlie Hebdo en 2015. Et donc, on fleurit ensuite de nombreux articles à la fois sur la dimension prémonitoire de l'épisode et puis également des articles qui mettaient en question le choix de Sister de garder une telle programmation dans un contexte pareil. Et donc, je reviens peut-être à cette notion d'hyperréalisme. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est une notion que j'ai empruntée à un article d'Hervé Glevarec qui date de 2010. Et dans cet article, en fait, Hervé Glevarec signale qu'il s'est rendu compte que les séries américaines contemporaines étaient souvent qualifiées d'hyperréalistes par les spectateurs. Et donc, il a décidé de prendre ce terme au sérieux. Et il l'analyse comme l'effet de réel qui caractérise le régime fictionnel des séries contemporaines. Et donc, moi, j'ai employé ce terme dans mes travaux pour désigner des séries dans lesquelles, selon l'expression de Sabine Chalvon de Mercé, l'accrochage de la réalité à la fiction s'opère à l'envers. Et donc, j'ai utilisé cette expression pour qualifier notamment des séries qu'on peut... des séries présentistes en quelque sorte, c'est-à-dire des séries qui vont s'inspirer très fortement de l'actualité récente, au point parfois juste de la devancer, comme c'est un petit peu le cas ponctuellement avec The Good Wife. Et donc, comme je l'ai dit, ces effets de parallélisme ne sont pas seulement l'apanage de la série The Good Wife, loin de là. Et donc, ce que j'ai montré, moi, dans ma thèse, je vais pas revenir là-dessus en détail, c'est qu'en fait, c'est une constante de la production et de la réception des séries politiques. Et on peut dire de ces séries que
à l'instar d'un certain nombre de productions contemporaines, et là je cite Glevarec, elles anticipent à nos yeux le réel, loin donc d'un réalisme appuyé sur un référent concret. Donc en gros, hyper-réalisme, ce serait un petit peu, une série réaliste, ce serait une série qui s'inspire du réel, et une série hyper-réaliste, donc c'est une série qui devient un point de référence pour comprendre le réel, et qui peut donner l'impression d'anticiper les événements réels. Et donc, c'est une conséquence à la fois donc, du genre de la série hein, qui s'inscrit dans une actualité politique, mais également de la manière dont sont construites les séries de manière générale hein, sur une dynamique émergente. Donc, avec ce que j'ai appelé le présentisme, hein, l'idée que on a de nombreuses séries qui s'inspirent d'une actualité très très proche et qui continuent de s'inscrire donc dans cette actualité lorsque leurs épisodes sont diffusés. Et donc ces prémonitions entre guillemets bien sûr, hein, c'est pas de véritables prémonitions, qui sont mises en scène par les séries télévisées vont éclairer certains usages de la fiction dans la mesure où elles produisent une sorte d'effet de sidération, en quelque sorte. Hein. C'est une sorte ça produit une sorte de dissonance cognitive, en quelque sorte. Quand on a cette impression qu'un épisode de série télévisée anticipe à anticiper l'avenir réel, ça crée une sorte d'impression d'étrangeté qu'on a du mal à expliquer un peu rationnellement. Et donc, ça explique leur succès dans la presse, hein, ce type de phénomène où c'est systématiquement relevé. Dès qu'une série semble avoir anticipé quelque chose, on voit à chaque fois fleurir de très nombreux articles à ce sujet. Voilà, donc ça, c'était vraiment pour cette notion d'hyperréalisme qui est assez frappant dans The Good Wife, mais qu'on peut aussi appliquer à de nombreuses séries politiques. Hein, je pense, je sais pas, à The West Wing, qui à la fin dans les dernières saisons de The West Wing, donc le président qui est élu est un président latino, et du coup, après quelques années plus tard, de nombreux commentateurs ont fait le lien avec l'élection de Barack Obama, par exemple. Donc voilà, c'est pas du tout propre à The Good Wife. Donc voilà pour cette notion d'hyperréalisme, pardon. Anaïs Goudman, vous évoquez avec nous le fait de parler de séries politiques concernant The Good Wife. Vous avez évoqué les personnages de Clinton, d'Al Gore, par exemple. Alors, est-ce que, justement, ce sont des personnages blancs, des WASP, est-ce que ici, dans The Good Wife, on n'est pas à travers une analyse de la vie politique américaine quelque part, et de la vie politique américaine vue par cette élite plutôt, vous l'avez peut-être dit, plutôt blanche, plutôt WASP? Voilà, ouais. Alors déjà, en fait, Alicia Florrick est vraiment conçue par les créateurs de la série comme un personnage qui incarne la bourgeoisie WASP démocrate. Et toute son apparence physique est travaillée, l'apparence physique de l'actrice est travaillée en ce sens, hein, notamment l'actrice Juliana Margulies, hein, qui a les cheveux très bouclés, en fait, porte des perruques pendant toute la série. Donc, il y a eu énormément d'articles à ce sujet parce que le prix de ces perruques est exorbitant. Et donc, des perruques avec des perruques qui... où elle a une coupe de cheveux voilà, qui fait très wasp, voilà, avec les cheveux raides, une coupe de cheveux très sage. Voilà. Et pareil pour les choix vestimentaires, tout est fait pour qu'elle soit en quelque sorte typique d'une image d'une élite wasp. Et les personnages principaux dans la série sont souvent des sympathisants du Parti démocrate, hein, par exemple Diane Lockhart, dont j'ai parlé dans la présentation de la série, qui est à la tête de la firme qui emploie Alicia. Donc Diane Lockhart est une grande supportrice d'Hillary Clinton, par exemple. Et donc la série donne à voir un point de vue progressiste, ou plutôt qui est conçu comme progressiste sur les questions sociales.
Et donc, mais il y a un positionnement qui est beaucoup moins marqué sur les questions économiques. Je vais y revenir tout de suite très rapidement, mais c'est surtout sur les questions sociales que je vais parler maintenant. C'est surtout le positionnement sur les questions sociales dont je vais parler maintenant. Mais juste pour un petit point sur le positionnement économique de la série, hein, on a quand même quelques éléments qui montrent une idéologie qui est nettement libérale. Par exemple, l'épisode qui s'intitule Foreign Affairs, hein, dans la deuxième saison, c'est le 20e épisode. Et donc, la firme Lockhart & Gardner, dans cet épisode, défend un petit entrepreneur de forage contre un conglomérat pétrolier dans un projet en Amérique du Sud. Et donc, un dossier qui semble assez facile pour les avocats au début, et puis ensuite les choses vont se compliquer lorsque Hugo Chavez en personne décide de tout nationaliser. Et donc, le dossier devient la défense du petit entrepreneur contre des projets de nationalisation. Et donc, ce qui est assez intéressant ici, c'est que c'est un des rares moments où on a un point de vue un positionnement un peu sur des questions économiques. Ici, le principe de la nationalisation est vraiment perçu comme forcément lié à une dérive dictatoriale. Donc là, vraiment, idéologie plutôt libérale qui se dégage à ce moment-là. Mais ce qui m'intéresse surtout dans la série et de ce point de vue-là, c'est, donc comme je le disais, vraiment des questions davantage sociales. Donc, je l'ai dit, hein, c'est une série qui est écrite par des élites blanches qui se pensent comme progressistes, qui mettent en scène des personnages blancs qui se pensent comme progressistes, mais qui, en fait, se fait assez régulièrement rattraper par les réalités de son époque. Et donc, là, pour le coup, a posteriori, le propos défendu par la série n'apparaît plus si progressiste que ça, avec un peu de recul. Là, je vais prendre... Je reviens très rapidement sur cet épisode que j'ai évoqué un peu plus haut, VIP Treatment, hein, celui qui est inspiré du scandale Al Gore. Donc. Et alors, donc, ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est que lorsque la masseuse se présente, qui est victime donc d'une agression de la part de ce prix Nobel de la paix, lorsqu'elle se présente auprès d'Alicia Florrick avec le but de porter plainte contre son agresseur. Le premier réflexe, notamment de Diane Lockhart, hein, qui est présentée comme un personnage féministe et militant, hein, son premier réflexe est de remettre en cause la parole de la victime, de la jeune masseuse. Et elle pense que c'est l'appât du gain qui la pousse à proférer de telles accusations. Et donc, ce qui est un positionnement plutôt réaliste, hein, puisqu'on a ici une forme de féminisme qui n'est pas celui des jeunes générations. Mais là, clairement, il y a quand même, quand on regarde un tel épisode après le mouvement MeToo, on voit à quel point les positionnements sur ces questions-là ont pu évoluer, et on peut se dire qu'un épisode... un épisode sur un tel sujet aurait été traité très différemment peut-être par Michel et Robert King aujourd'hui. Donc, autre exemple qui m'intéresse aussi de manière plus générale, hein, sur donc, cette idée de la politique, sur la manière dont la politique est représentée dans la série, c'est qu'elle est davantage vue comme une affaire de communication, comme une question d'idéologie. En fait. Un des personnages très importants de la série, c'est le Spin Doctor, qui gère la campagne de Peter Florrick, hein, lorsqu'il tente de relancer sa carrière politique une fois qu'il est sorti de prison. Et donc, ce Spin Doctor qui s'appelle Eli Gold et qui est joué par Alan Cumming. Et du coup, on a la perception de cette tentative de relancer sa carrière par Alicia Florrick au sein du couple, notamment qu'elle forme avec Peter Florrick, et la manière dont il est maintenu dans la sphère publique pour ne pas nuire à la carrière de son mari, qui risquerait d'être très atteinte en cas de divorce. Et donc là, on a une différence évidemment qui est très frappante par rapport à la France, puisque en France, l'attention prêtée au statut familial est tout à fait moindre. Et ce qui est assez intéressant quand on est français et qu'on regarde cette série, c'est
je trouve en tout cas que ce qui est frappant, c'est que lorsque Peter Florrick se présente au poste de gouverneur, toute sa campagne est très axée sur les valeurs familiales, avec donc la mise en avant de son épouse, d'Alicia, en permanence. Et donc, toute la problématique de la série, de l'intrigue surplombante de la série au moment de la campagne de Florrick, c'est que sa femme donc, se retrouve à négocier en permanence les conditions de sa présence auprès de son mari. Elle subit des pressions pour que ses enfants soient impliqués également, ce qu'elle refuse systématiquement. Et elle mène en quelque sorte une triple vie, une vie publique, celle d'épouse modèle du candidat, elle est surnommée Saint Alicia, la Sainte Alicia, et une vie professionnelle, donc, au sein de la firme qu'il emploie, et une vie privée dans laquelle elle a notamment une liaison avec son employeur, Will Gardner, et elle est obligée de garder cette liaison absolument secrète pour ne pas nuire, encore une fois, à la carrière de son mari. Et le rythme narratif de la série, en fait, va évoluer en fonction du parcours de professionnel d'Alicia. Et on a un changement notable à partir de la cinquième saison. Donc la cinquième saison, qui à mon avis est vraiment la meilleure de la série. La cinquième saison, elle est marquée par la mort complètement inattendue d'un des personnages. Je vais pas dire d'un des personnages principaux. Je vais pas dire qui c'est pour ne pas spoiler peut-être. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça va complètement changer le rythme de la série. Donc pour le coup, c'est une série qui a vraiment réussi à bien gérer le départ d'un des acteurs principaux. Alors, c'est pas toujours le cas, je trouve. Mais ici, on a vraiment un changement de rythme complet, puisque suite à cet événement qui chamboule complètement sa vie, l'héroïne se lance à son tour dans une carrière politique. Et à partir de ce moment-là, les procès prennent une importance secondaire, et la série va devenir de plus en plus feuilletonnante. Et donc, Alicia décide en fait de présenter sa candidature au poste de procureur de l'État d'Illinois, et elle n'apparaît plus que marginalement au barreau, hein, et la formule donc, qui consiste à mettre un procès par épisode est donc partiellement délaissée au profit d'une intrigue qui est suivie tout au long de la saison et qui est consacrée donc, à sa campagne électorale. Et donc, je voulais regarder un petit peu de plus près le contenu de la campagne, hein, pour voir un petit peu ce point de vue politique, sur la politique américaine dans la série. Donc, dans cette campagne, elle s'oppose, elle a un adversaire, hein, qui est Frank Praddy, qui est joué par David Hyde Pierce. Et donc, ce sont deux candidats démocrates. Pas de républicains dans Chicago, hein, qui est une ville très, très démocrate. Et là encore, pendant la campagne, on pourrait penser que les questions d'ordre programmatique seraient un petit peu centrales dans les épisodes, mais en fait, ce n'est pas tant le programme qui est mis en avant, mais encore une fois, ce qui est un petit peu le fil rouge de la série, l'impact de la candidature d'Alicia et de Frank en termes d'exposition de leur vie personnelle. Et ils se mettent d'accord pour donner la consigne à leurs équipes respectives de mener une campagne propre, sans sombrer dans la diffusion plus ou moins calomnieuse de rumeurs qui concerneraient leur vie privée. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, leur but affiché, c'est de donner toute sa place au débat d'idées. Mais force est de constater qu'en fait, toute la sixième saison qui traite cette campagne laisse très peu de place au débat d'idées et tourne en permanence autour de cette question de l'articulation entre vie privée et carrière politique. À l'exception notable d'un épisode sur lequel je vais revenir un peu longuement pour clore cette émission. Hein. Et donc cet épisode s'appelle The Debate, et le 12e épisode de la saison 6, le débat en français. Et donc là, pour le coup, c'est un épisode qui a vraiment un propos politique assez fort. Et il est diffusé en fait le 11 janvier 2015 et il met en scène le débat télévisé entre Alicia et son concurrent, donc Frank Praddy.
Et en fait, ce débat dans l'épisode est interrompu par le verdict du jury d'un procès contre 2 policiers qui ont abattu un homme noir. Donc, on est en début 2015. Et donc là, encore une fois, on a une référence très forte à l'actualité. D'abord à l'affaire Eric Garner, qui a été tué le 17 juillet 2014 à Staten Island. Et surtout à l'affaire Michael Brown, qui a entraîné les fameuses émeutes de Ferguson en août 2014. Et donc, dans ces 2 affaires, les policiers ont été innocentés par le jury le 24 novembre 2014 pour Michael Brown et le 3 décembre 2014 pour les policiers qui ont abattu Eric Garner, ce qui a entraîné ensuite de nouvelles émeutes à Ferguson et des manifestations antiracistes dans l'ensemble du pays. Et là encore, en fait, l'épisode a été écrit donc après la mort de ces 2 jeunes hommes, mais avant le verdict des procès qui étaient attentés contre les policiers. Donc, un texte d'avertissement apparaît au début de l'épisode, que je vais lire. Cet épisode a été écrit et filmé avant la décision du grand jury à Ferguson et Staten Island. Toutes les mentions de Ferguson font référence aux événements d'août 2014, après la mort par balle de Michael Brown. Donc, on a un petit texte introductif qui permet donc de rappeler des éléments de compréhension indispensables, parce que si jamais il y avait des spectateurs qui ne voyaient pas à quoi faisait référence Ferguson, en fait, ils ne pouvaient pas comprendre les éléments importants de l'épisode, puisque dans tout l'épisode, tous les personnages répètent à de multiples reprises qu'ils craignent un nouveau Ferguson. Et tout l'enjeu pour les personnages, ça va être d'éviter la répétition d'événements dramatiques. Et donc là, ce qui est assez frappant, c'est que les showrunners ont décidé de s'inspirer d'une affaire dont le dénouement n'a pas encore eu lieu, puisque le verdict du procès est encore à venir au moment où l'épisode est créé. Mais par contre, justement, la diffusion, quant à elle, a lieu après le verdict. Donc ça fait que, en fait, les créateurs écrivent l'épisode avant de connaître le verdict du procès de Ferguson et de Staten Island, tandis que les spectateurs voient l'épisode après le verdict. Et donc voilà, donc du coup un choix assez risqué de la part des showrunners. Et en fait, finalement, ça s'est un petit peu retourné contre eux, puisque, en fait, dans l'épisode de The Good Wife, le jury, comme ce qui se passera ensuite dans le cas de Ferguson et Staten Island, le jury va conclure à l'innocence des policiers. Et ensuite, du coup, une fois a eu lieu le verdict, Peter Florrick, qui est désormais gouverneur de l'Illinois, se joint à l'épouse de la victime, qui est pour s'adresser aux manifestants, et à eux deux, ils parviennent à éviter une émeute. Et dans les événements réels, en revanche, par contre, qui ont lieu quelques mois après l'écriture de l'épisode, à Ferguson notamment, il y a eu des appels au calme de Barack Obama et de la famille de Michael Brown, mais qui sont restés lettre morte et qui n'ont pas permis d'éviter de nouvelles émeutes. Et du coup, en fait, ce parallèle avec l'actualité s'est révélé très peu favorable à la série, puisque en fait, il y a eu très nombreuses critiques sur ce dénouement irénique, sur le fait que notamment Peter Florrick apparaisse comme une sorte de héros qui réussit à éviter des violences. Et donc, ce qui est critiqué également, c'est sa focalisation quasiment exclusive sur des personnages blancs. Il y a un ou deux personnages noirs, mais qui sont pas vraiment mis en avant. Et c'est surtout donc les personnages blancs qui mobilisent la scène énonciative. Et donc, avec cette idée qu'il y a une sorte
enfin, voilà, en gros, c'est un homme blanc, un homme politique blanc qui réussit à sauver, entre guillemets, la situation. Et donc, il y a beaucoup de journalistes qui ont critiqué assez vertement cet épisode pour son incompréhension totale des mouvements politiques et des réclamations des militants afro-descendants. Et donc, ouais, ici vraiment, cette idée de la paix des élites qui est préservée grâce à l'intervention du sauveur, qui est le gouverneur blanc. Et donc, l'idée aussi que la seule issue positive, c'est que les populations afro-descendantes se tiennent tranquilles et puis ne se révoltent pas. Donc là, ici, en fait, ce qui était assez frappant pour beaucoup de spectateurs de la série, c'est son aveuglement, aux revendications des mouvements comme des mouvements comme Black Lives Matter. Et donc avec un point de vue qui est essentiellement centré sur les élites blanches persuadées qu'une réconciliation est possible et que c'est ça la solution. Et donc ici, The Good Wife, c'est un petit peu, a complètement échoué sur les questions raciales, faute également en fait de leur accorder une ampleur narrative telle que celle qui s'est mise en place dans la série sur les problématiques féministes. Donc c'est vraiment un questionnement qui se réduit à quelques épisodes à droite à gauche, mais qui prend pas qui n'a pas une très grande importance dans la série. Et ce qui est assez intéressant, c'est que visiblement, Robert et Michelle King ont vraiment essayé de prendre en compte ces critiques, puisqu'ensuite, lorsque The Good Wife s'est terminé en 2015, ils ont créé une série qui est un spin-off de The Good Wife, qui s'appelle The Good Fight, et dont l'une des héroïnes est Diane Lockhart, donc cette série qui est diffusée depuis février 2017 sur CBS. Et cette série se situe pour le coup dans une agence qui emploie majoritairement des avocats noirs qui défendent entre autres les victimes noires de violences policières. Et donc on peut penser que c'est vraiment le résultat d'une prise en compte de ces critiques. Et pour continuer un petit peu sur cet épisode, donc ça c'était pour l'intrigue qui est liée dans l'épisode à ces épisodes de violence à Chicago. Mais en parallèle, donc on a en fait, donc le titre de cet épisode c'est Le débat, puisque donc comme je le disais tout à l'heure, l'épisode se concentre également sur le débat qui oppose Alicia Florrick et Frank Pradi dans leur campagne électorale. Et du coup, le débat qui est interrompu par le risque d'émeute. Et du coup, les deux candidats vont se retrouver dans la cuisine de la chaîne de télévision et vont décider de poursuivre ce débat hors plateau télévisé. Et donc, avec une mise en scène très stratégique dans laquelle les employés de cuisine se mêlent au débat, participent à la discussion. Et cette séquence me semble assez emblématique en fait, de la manière dont, à ce moment-là, les Kings sont un petit peu passés à côté de leur époque et des questionnements qui sont liés au mouvement, des militants afrodescendants. Puisque, en fait, là, du coup, ce qui est mis en scène, c'est vraiment l'idée que la parole politique devient enfin authentique lorsqu'elle se déroule hors du regard médiatique. C'est-à-dire, c'est à partir du moment où les candidats sortent du plateau, qui sont dans la cuisine de la chaîne de télévision, qui peuvent débattre librement et que là, il y a vraiment du contenu intéressant. Et donc, la série va montrer à ce moment-là les deux candidats honnêtes et dévoués qui défendent leurs idées avec ferveur, qui respectent et écoutent leurs interlocuteurs, et notamment leurs interlocuteurs qui sont des employés de cuisine ici. Et dans ce débat qui a lieu entre Franck et Alicia, qui est vraiment en fait un des seuls moments de la 6e saison dans lequel on a vraiment exposé le point de vue et le programme des candidats,
ce qui est assez intéressant, c'est que c'est le point de vue d'Alicia qui est présenté comme le plus progressiste. Donc Frank Praddy, son opposant, la série donne également une image positive de lui tout au long de la saison, mais avec un peu plus d'ambiguïté sur ses idées, et il est présenté notamment comme un transfuge du parti républicain. Donc l'idée, c'est en gros, c'est quand même, il se situe quand même un peu plus à la droite de l'échiquier politique par rapport à Alicia. Et ce qui est assez frappant, c'est que Praddy va défendre c'est Praddy qui va défendre le principe des quotas pour mieux représenter les minorités, tandis que Alicia Florrick va représenter quant à elle une position qu'on pourrait qualifier d'universaliste, avec l'idée que les minorités ne doivent accéder à un poste qu'en fonction de leur mérite. Donc, en gros, elle relaie ce mythe du mérite qui est complètement déraciné par rapport aux réalités sociologiques du pays et qui est fondé sur l'idée que il y aurait des chances un peu égales pour toutes les classes sociales et pour les Américains, quelle que soit leur couleur de peau, leur origine, etc. Donc voilà, du coup, ce que je trouvais assez frappant dans cette série, surtout quand on la regarde d'un point de vue rétrospectif, c'est vraiment cette idée que c'est une série qui est assez militante, qui se voit comme progressiste, mais qui en fait, donc comme j'ai essayé de le montrer, en fait, s'est fait assez régulièrement rattraper et reproché par les spectateurs et les journalistes, justement, son manque de compréhension et de progressisme sur certaines questions sociales. Voilà, donc ça, c'était sur ce point de vue qui est assez, un point de vue très blanc, donc très blanc et très élitiste sur la politique dans cette série, et donc que les créateurs Robert et Michelle King ont essayé de corriger ensuite, donc en 2017 dans The Good Fight. Voilà. Merci beaucoup Anaïs Goodman pour l'analyse très complète de The Good Wife, et vous l'avez dit bien sûr du spin-off, vous avez commencé à l'évoquer, peut-être d'ailleurs dans une prochaine émission on pourra y revenir, The Good Fight, qui effectivement prend en compte un certain nombre de critiques qu'il y avait eu à l'époque sur cette série, mais série au long cours et série relativement complète. Et pour aller plus loin dans l'analyse, vous avez, comme je l'ai dit à l'introduction, proposé une bibliographie indicative que l'on retrouve sur le site internet histoireensérie.com à la page de l'émission, et puis n'hésitez pas à suivre notre actualité sur les réseaux sociaux, Twitter et le groupe Facebook Histoire en série. Merci beaucoup Anaïs et à bientôt j'espère. Merci à vous, merci pour l'invitation à nouveau. Au revoir. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel launches to clear. Such a beautiful planet populated by your